Jacques Coeur naît vers 1400 à Bourges, dans une famille de commerçants aisés. Son père, marchand pelletier, travaille pour le duc Jean de Berry, frère du roi Charles V. Son mariage avec Massé de Léaudepart, fille du prévôt de la ville, lui permet d'exercer dans le milieu de la monnaie. Suite à son premier voyage au Proche-Orient en 1432, Jacques Coeur décide de créer une flotte commerciale afin de ne plus passer par l'intermédiaire des Italiens. Il installe ainsi le commerce maritime français sur le bassin méditerranéen. Épices, soieries, or et pierres précieuses seront les produits destinés à la cour royale. Nommé argentier du roi Charles VII en 1438, puis anobli 3 ans plus tard, Jacques Coeur est au sommet de son ascension sociale et ses nombreuses fonctions lui confèrent un pouvoir considérable. Alors qu'il est à la tête d'un vaste réseau de comptoirs, il décide de construire dans sa ville natale un hôtel à la mesure de son prestige social. Considéré comme le plus bel exemple d'édifice civil urbain, il sera confisqué par le roi en 1451 après l'arrestation de Jacques Coeur. Propriété privée, puis hôtel de ville et tribunal, le palais va connaître de profondes mutations jusqu'en 1830. C'est en 1923 que l'État acquiert l'édifice. Aujourd'hui, le Centre des Monuments Nationaux en assure la restauration et l'ouverture à la visite. C'est en 1443 que l'argentier fait l'acquisition du fief de la seigneurie de la Chaussée avec son donjon, localisé sur l'ancien rempart gallo-romain. La volonté est de construire un édifice à l'image du château du duc Jean de Berry à Mehun-sur-Yèvre, tout en ayant le confort et la richesse d'une demeure civile. Le chantier débute 1 an plus tard. Il est suivi par les intendants de Jacques Coeur car les travaux nécessitent une présence permanente que l'argentier ne peut assurer. 8 années ont suffi à bâtir la maison de Jacques Coeur. Ce palais est un exemple exceptionnel de l'architecture civile gothique flamboyante. C'est aussi la marque d'un tournant historique aux portes de la Renaissance. En témoignent son corps de logis, ses galeries d'hiver et d'été en anse de panier et son décor sculpté. Le corps de logis est rythmé par 3 tourelles d'escalier. La tour d'honneur abrite l'entrée principale qui dessert les salles d'apparat. Richement ornés, ces panneaux sculptés représentent des arbres exotiques et des personnages liés au commerce de Jacques Coeur. La tour de gauche permet l'accès aux issues secondaires des salles d'apparat. Celle de droite dessert la cuisine, les caves et les combles.
La salle des festins est immense par sa hauteur sous plafond et sa surface de plus de 140 mètres carrés. Elle est exceptionnelle par la richesse de son décor et ses aménagements fonctionnels. Cette salle de réception principale est conçue pour le divertissement et les banquets. Elle présente de nombreux motifs liés à ses propriétaires, tels que les blasons des familles Coeur et Léo de Part. En hommage au roi Charles VII, Jacques Coeur fait représenter le cerf et la biche ailée, ainsi que les fleurs de lys, symboles royaux. La cheminée monumentale, décorée de buissons de roses et d'iris, symbole du roi, est surmontée par une enceinte urbaine défensive. Les bandes de choux frisés dissimulent un bestiaire foisonnant. Abattue vers 1820, lorsque le palais de justice était installé dans la maison, la cheminée est restaurée par Henri Huignard en 1930. Des traces de peinture, datant du XVe siècle, permettent d'imaginer le décor du vivant de Jacques Coeur. Les vitraux montraient les 9 preux, les 9 preuses et les 12 pairs de France, associés à une scène du sacre de Charles VII. Une loge pour les musiciens prend place dans les hauteurs de la pièce. Le garde-corps, encore coloré, est tapissé des emblèmes de Jacques Coeur. Le cœur, la coquille Saint-Jacques et sa devise. Dire, faire, taire, de ma joie. L'office se trouve entre la salle des festins et les anciennes cuisines. Cette petite pièce sans cheminée et ne disposant que d'une seule fenêtre était maintenue dans la fraîcheur. Les mets y étaient dressés avant d'être servis dans la salle des festins par l'intermédiaire du passe-plat. De larges et profonds placards ont été aménagés dans l'épaisseur des murs afin de stocker les denrées alimentaires. La petite cuisine permet d'assurer le fonctionnement de l'étuve attenante. Par un système d'hypocauste, les dalles de porphyre de l'étuve reposant sur des briques sont chauffées. En jetant de l'eau froide sur le sol, un bain de vapeur se crée. Une pièce attenante à l'étuve aurait pu servir de salle sèche ou de vestiaire. L'existence d'aménagements pour le soin du corps, l'hygiène et la présence de latrines manifestent la recherche du confort. La seconde salle d'apparat, semblable à la salle des festins, était composée de cheminées monumentales. Des vitraux montraient les armoiries des familles alliées à Jacques Coeur.
Cette pièce pouvait servir de lieu de réception privée. Elle est reliée directement aux appartements du propriétaire. Aujourd'hui, tout le décor originel a disparu du fait de la destruction d'une partie de la pièce en 1822 pour y installer la salle d'audience de la cour royale. Plusieurs procès historiques au XIXe siècle se sont d'ailleurs tenus dans cette salle, notamment le procès en séparation de George Sand le 16 février 1836 et les procès des émeutiers de la manifestation de mai 1848, au cours desquels Barbès, Blanqui et Raspail ont été enfermés dans les tours du palais pendant un mois. Cette reconstitution du tombeau du duc Jean de Berry est présentée ici depuis 1935. Frère de Charles V et grand mécène, Jean de Berry est connu pour son goût des arts. Il est le commanditaire de l'ouvrage des très riches heures. Le tombeau d'origine a été détruit, excepté le gisant conservé aujourd'hui dans la crypte de la cathédrale de Bourges. Quelques pleurants gardés intacts font partie de collections muséales et privées. Les combles du palais bénéficient d'un large volume accueillant une charpente en chêne de plus de 12 mètres de long. Jean de Blois, maître charpentier, construit cet ouvrage en forme de carène de bateau renversée. En grande partie d'origine, les combles sont l'exemple du savoir-faire des artisans de l'époque. Désignée dans les anciens textes comme l'huile de fer, la salle du trésor était destinée à recevoir les biens les plus précieux de la maison. Cette pièce fermée par une porte de fer n'a pu remplir son rôle de coffre-fort, mais a servi de cellule au XIXe siècle. Sur un des culs de lampe, on peut reconnaître une scène tirée du roman de Tristan et Iseult, lorsque le roi Marc surprend et observe les deux amoureux. Il n'est pas rare de voir des scènes empruntées aux romans épiques dans les décors sculptés au Moyen Âge. Le décor de la salle des échevins date du XVIIe siècle, lorsque l'édifice abritait l'hôtel de ville. Réalisé par le peintre Michel de Longuet, il reprend les armoiries du maire, des échevins et des scènes de réjouissance en l'honneur de Charles de France, petit-fils de Louis XIV. Du XVe siècle, il ne reste que la cheminée ornée d'une angelotte portant une des devises de Jacques Coeur. À vaillant cœur, rien d'impossible. Destinée au maître de la maison, la chambre des galets disposait d'un riche décor représentant la flotte de Jacques Coeur. À l'époque, 300 personnes sont à son service dans ses comptoirs en France, en Italie et au Proche-Orient. Ces hommes de confiance sont des marchands aguerris, appelés facteurs. Il ne reste que le décor sculpté en haut relief formant le tympan de la porte représentant une galère.
ainsi qu'un vitrail historié civil parmi les plus anciens conservés à ce jour. Il représente le navire aux emblèmes de Jacques Coeur, appelé Galet, qui s'apprête à entrer dans le port d'Aigues-Mortes. À son bord, un personnage vêtu de jaune représenterait Jacques Coeur lui-même. Cette chambre fait partie d'un vaste appartement de 3 pièces, desservi par un couloir, permettant une circulation privée et domestique. Cette galerie d'hiver était utilisée pour la promenade et le divertissement. Les voûtes en accolade retombent sur des culots de bois sculptés. Cette maquette, réalisée en 1944, nous montre l'étendue originelle du palais Jacques Coeur, anciennement composé d'un jardin clos qui fut détruit au XIXe siècle. La chapelle conserve les peintures d'origine de la voûte et les boiseries. Le peintre Alexandre Denuel les restaure en 1869, puis réalise les peintures murales. Il fait courir sur le haut des murs la devise de Jacques Coeur : « À vaillant cœur, rien d'impossible ». Sur la voûte, 20 anges aux couleurs du roi portent des extraits du Gloria et du Cantique des Cantiques. L'élégance des drapés et l'expression des visages laissent penser à une réalisation de Jacob de Littemont, peintre de Charles VII. Des anges portent les blasons des proches de Jacques Coeur. Deux oratoires se font face, l'un aux armes de Jacques Coeur, l'autre à ceux de Massé de Léodepart, sa femme. La disposition de la chapelle est inspirée de celle de la Sainte-Chapelle de Bourges. Autre lieu de discussion et de balade, la galerie sud offre une magnifique voûte en accolade, dont le travail remarquable est souligné par la contrainte de l'angle droit. Deux cheminées aux manteaux sculptés font la richesse de cette galerie. L'une présentant les loisirs de la noblesse, tels que les jeux d'échecs, ou le jeu de quintaine tourné en dérision par l'utilisation d'ânes et de boucliers en osier.
L'autre représente une forteresse attaquée, dont le chemin de ronde est habité par des soldats prêts à se défendre, tandis que les nobles représentés au-dessus observent la scène. La galerie, restaurée en 2011, rappelle par cette inscription la fonction de palais de justice au XIXe siècle. Après avoir connu une ascension sociale des plus extraordinaires, financé la reconquête du royaume de France en pleine guerre de Cent Ans, approvisionné la cour en denrées les plus précieuses et ouvert la France au commerce international, Jacques Coeur, devenu l'homme le plus riche du royaume, est subitement tombé en disgrâce. En 1451, c'est la chute. La rancœur de ses débiteurs et l'accusation de lèse-majesté entraînent son arrestation. Incarcéré à Poitiers, dans l'attente de son procès pendant 2 ans, il est condamné à la prison à perpétuité. Il s'échappe et se réfugie à Rome auprès du pape Nicolas V en 1454. Calixte III lui confie une croisade contre les Ottomans, durant laquelle il est gravement blessé. Jacques Coeur décédera sur l'île de Chios en 1456. En 1451, le palais est achevé et meublé, mais une seule fête en l'honneur de son fils Jean Coeur, nommé archevêque de Bourges, y sera donnée avant son arrestation. Jacques Coeur n'aura finalement pas eu l'opportunité de vivre dans sa belle demeure.